Dans les 10 circonscriptions de Loire-Atlantique, pas moins de 156 candidats se présentent dimanche pour ce premier tour, ce qui fait 12 à 19 candidats par circonscription. C'est un record. Sur le département, c'est 45 candidats de plus qu'en 2012. Pour le départager, près d'1 million d'électeurs sont appelés aux urnes en Loire-Atlantique. Les candidats qui obtiendront plus de 50% des voix dimanche seront élus dès le premier tour. Dans le cas contraire, il leur faudra 12,5%, non pas des suffrages exprimés, mais des électeurs inscrits pour être qualifiés au deuxième tour, ce qui complique forcément les choses. C'est notamment pour cette raison que l'abstention sera regardée de très près. Elle avait frôlé les 40% en 2012. Côté résultat, il y a 5 ans, la gauche, PS et Europe Écologie, avaient remporté 9 circonscriptions, la droite une seule. Cette carte des rapports de force pourrait changer en profondeur cette année. Dimanche, tous les bureaux de vote du département ouvriront à 8 h. Ils fermeront dans la plupart des cas à 18 h, à l'exception de Rezé, Couëron et Sautron, où ils fermeront à 19 h. Nantes et Saint-Herblain à 20 h. Pour connaître tous les résultats, rendez-vous sur Télé Nantes, soirée spéciale présentée par Cécile Petitdent. Résultats, analyses et commentaires avec de nombreux invités. Cette soirée électorale commencera à 20 h 30. L'histoire est belle. L'Hermine va participer pour la première fois à la finale des playoffs de Pro B. En s'imposant jeudi soir à Fos-sur-Mer 85-74 dans le match 3, les basketteurs nantais ont réalisé un véritable exploit. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était 12e. Et je vous rappelle les objectifs qu'on avait fixés, c'était demi-finale de playoffs. Et quand on était en 12e position, tout le monde nous voyait plutôt mal partis. Moi j'avais suivi le match sur LNB-TV. Et j'étais très content, donc du coup je les ai appelés, je les ai félicités parce que c'était une victoire vraiment belle. Dur à faire parce qu'ils ont gagné 2 fois là-bas, alors que là-bas c'est très compliqué de gagner, puisqu'ils ont perdu 2 ou 3 matchs dans la saison chez eux. Donc franchement j'étais très fier d'eux et du coup je les ai appelés, je les ai félicités. Noémie Nolot est atteinte d'une maladie génétique évolutive. À 31 ans, elle espère pouvoir acheter un bras robotisé et gagner en autonomie. Claire Vidalon. Devoir demander de l'aide pour boire, pour se frotter les yeux ou remettre ses lunettes, c'est le quotidien de Noémie Nolot. Mais en décembre dernier, cette jeune femme a eu la chance de tester un bras robotisé pendant quelques jours, un pur bonheur. Je peux pas le décrire parce que moi j'avais l'impression d'être libre. C'est des gestes qui peuvent paraître basiques. On ne se rend pas compte qu'on se frotte le nez, on ne se rend pas compte qu'on veut quelque chose, on tend le bras et point barre, quoi. Et moi, il faut que j'intellectualise tout pour le demander. Et là, d'un coup, c'est tout mon monde qui bascule parce que je vais le faire, quoi. Il n'y a aucun problème, je vais le faire. Ce bras permet à Noémie de manger seule, de trinquer avec ses amis et même de se maquiller. Mais cette liberté retrouvée a un prix, 35 000 €. Face à cette somme, cette Nantaise a donc décidé de lancer une cagnotte sur Internet. C'est pas évident de se mettre en avant et de dire aidez-moi, j'ai besoin d'argent. C'est une démarche qui n'est pas simple. Il y a un moment où je sais ce que je veux et j'ai besoin de ça et c'est pas un caprice. Chaque paiement est sécurisé, le montant est libre. Outre l'aspect financier, cet appel aux dons permet à Noémie de faire connaître ce type de robot. Ce que j'espère, moi, c'est que ça se démocratise et que les générations qui viennent derrière, elles puissent acheter ça comme elles achètent un fauteuil. Après, un fauteuil, ça coûte 30 000 €. Un fauteuil comme j'ai là. Et je le change tous les 5 ans. Et ça choque personne. Donc, pourquoi pas un robot ? Si Noémie réussit à réunir la somme voulue, elle deviendra la 3e personne en France à utiliser le bras robotisé Miko. Le voyage à Nantes fête sa 6e édition cet été. Et comme chaque année, l'événement sera lancé par la Nuit du Van, le programme avec Éric Egon. Un train fantôme, des jumelles hermaphrodites, un pompon des arts. Cette année encore, le collectif Yodel s'est amusé à concocter un parcours atypique et ludique à travers la ville. Une soirée d'ouverture festive donnant le coup d'envoi de la 6e édition du Van, le voyage à Nantes.
Comme chaque année, c'est vraiment de mettre une ville en mouvement et de mettre une ville en fête. Et c'est aussi évidemment l'ouverture de la nouvelle édition du Voyage à Nantes. Et cette année, pour la nuit du Voyage à Nantes 2017, c'est jouer sur les codes du tourisme et inviter les Nantais à rigoler avec nous et à s'en moquer, mais légèrement, quoi. C'est l'art du décalage, l'art du pas de côté. Et c'est vraiment toute une ville en fête de 17h à 4h du matin. Vous pourrez par exemple commencer par une garden party pas comme les autres au Jardin des Plantes, puis vous faire tirer le portrait par des peintres nantais grâce à la Maison Fumetti, profiter ensuite de Paris-Plage, dans les douves du château, pour ensuite pourquoi pas aller sous les nefs, voir le show de l'icône électropunk Peaches. Bref, il y en aura pour tous les goûts. On n'est pas dans des chapelles, c'est vraiment, c'est pas pour les branchés, c'est pas pour les jeunes, c'est vraiment pour tout le monde et c'est pas de la langue de bois que de dire ça parce qu'on en est intimement convaincu à Yodel qu'on agit et qu'on fonctionne pour tous les Nantais. Durant cette nuit du Voyage à Nantes, les musées nantais seront gratuits de 19 à 22h. L'occasion pourquoi pas de redécouvrir le musée d'art. Les plus couche-tard pourront également participer à la scénographie collective à la cantine du voyage, où 1000 lampes frontales seront distribuées pour une soirée animée par le label Maison Acide. Lancement des festivités le samedi 1er juillet à 17h. Dans le département, sur les ingénieries, on est depuis le début de l'année à plus de 8%, là où la France est à plus de 5%. Donc on a un sujet dans le département et c'est la raison pour laquelle nous y intéressons, et ce d'autant que les unités ingénieurs, c'est un poste de dépense très important. C'est sur le département 300 millions d'euros. Voilà, c'est l'équivalent de toutes les dépenses que l'on prend en charge au titre des soins d'auxiliaires médicaux, kinésithérapie, infirmiers, podologues. C'est la moitié des dépenses du médicament, donc c'est beaucoup d'argent. Et c'est aussi beaucoup d'arrêts, puisque c'est pour le département 500 000 arrêts que nous recevons chaque année. Il faut savoir que 5% des arrêts de travail, c'est 40% des dépenses. Et ce sont des arrêts longs de plus de 6 mois. Et on sait qu'aujourd'hui, notre sujet, le sujet de l'action sur les indemnités journalières, ce n'est pas tant sur le motif, même s'il y a sans doute des arrêts, comme on dit, de complaisance et qu'il faut lutter pour les réduire. Mais c'est surtout sur la durée des arrêts qui s'allonge et qui est un vrai sujet sur lequel justement tous doivent se mobiliser, parce que l'explication de l'augmentation de la dépense, il est là. C'est l'évolution des pratiques, l'action sur les comportements. Alors, le comportement effectivement des patients, à commencer par le respect des règles, notamment quand ils déclarent un arrêt de travail. Et ça, c'est déjà, je dirais, une action que l'on peut conduire, alors que l'on conduit d'ailleurs, puisqu'on fait des milliers de contrôles par an. Il y a aussi l'action sur les comportements des prescripteurs. En agissant auprès d'eux, et là on fait des centaines de visites auprès d'eux actuellement, de médecins, pour notamment rappeler l'existence de référentiels de bonnes pratiques en matière de prescription d'arrêt de travail. Donc là c'est de l'aide au fond à la transformation des pratiques, l'aide aussi vers les prescripteurs en facilitant aussi l'interaction entre différents acteurs, parce que le prescripteur se trouve parfois un peu pris entre le milieu du travail, la demande du salarié, les difficultés à trouver des rendez-vous auprès de spécialistes, et que donc on met à disposition d'ailleurs des prescripteurs un numéro de téléphone pour qu'ils puissent avoir l'aide d'un facilitateur au fond pour faire le lien entre tous ces acteurs qui parfois sont les déterminants de sa prescription, et notamment de la prolongation de l'arrêt qui peut être amené à prescrire. Et puis il y a le monde de l'entreprise aussi, sur lequel on agit, notamment à travers des opérations pour éviter la désinsertion professionnelle. Parce qu'on disait tout à l'heure que les arrêts longs sont le problème, mais on sait que les arrêts longs aussi sont la principale cause de désinsertion professionnelle.